Bonsoir à tous, bienvenue pour ce numéro 25 du Bistrot Allez le LOSC, saison 2, l'émission des supporters du LOSC pour les supporters du LOSC qui évoque chaque semaine l'actualité de notre club favori. Cette émission est diffusée sur la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC et sur le groupe du site Allez le LOSC. Et vous pouvez la retrouver également à partir de demain en replay sur notre chaîne YouTube et à laquelle je vous invite bien sûr à vous abonner et à liker, à partager nos publications. Vos soutiens seront toujours les bienvenus. Au sommaire, ce soir, nous reviendrons en première partie sur le dernier match, LOSC Saint-Étienne. Les Lillois ralentissent au vert. Ensuite, nous vous présenterons le tuto du bistrot, la méthode pour éliminer Chelsea. Et enfin, nous reviendrons sur le match Nantes-Lille, le prochain rendez-vous de championnat du beau jeu à la Beaujoire. En fait, nous reviendrons sur les matchs contre Nantes parce que nous évoquerons également le choc au sommet en D2 féminine qui s'est déroulé ce week-end et qui a vu les deux équipes, donc Lille et Nantes, se séparer sur un match nul, un but partout. Pour évoquer cette actualité, vous voyez deux piliers du bistrot que vous connaissez parfaitement. Alors tout d'abord, nous avons Christophe et son magnifique survêtement. Bonsoir Christophe. La suite. Et bonsoir à toutes et tous. Ah, excuse-moi de ce défaut technique. Et vous voyez également notre supporter dunkerquois qui sème la terreur dans le quartier de la Gare des Francs. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Georges, bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette petite promo. Vous remarquerez que je m'améliore dans les effets spéciaux et que je les produis au plus tôt dans l'émission. Nous avons également un invité cette semaine qu'on va revoir à plusieurs reprises d'ailleurs dans les prochaines semaines. C'est notre ami Damien Beaune, Damien Beaune du site, de la page Facebook Drogue, bière et complot contre le LOSC. Bonsoir Damien. Salut François, salut tout le monde. Alors, merci de nous rejoindre. Alors, tu sais qu'avant d'évoquer l'actualité du club, nous avons toujours une question pour notre invité, la question à la con. Alors, d'abord, je voulais dire aussi qu'on est ravis d'avoir Damien avec nous ce soir parce que ça l'empêchera de répondre aux questions pour gagner des places de foot et ça donnera la chance, en fait, à tous les auditeurs de pouvoir réagir. Alors, Damien, notre question à la con, DBC, donc drogue, bière et complot contre le LOSC, ont démontré son efficacité depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de complots contre le LOSC qui ont coûté des points au club et vous le démontrez très bien sur votre page Facebook. Avec tous ces atermoiements sur le match contre Chelsea, est-ce que tu penses que les complots pour le LOSC doivent encore travailler pour améliorer leur efficacité offensive? Tu n'es pas obligé de répondre, hein, Damien. Tu n'es pas obligé de répondre. Je vais m'abstenir de répondre, mais c'est une très belle question. Voilà. Donc, on reviendra sur ces fameux altermoiements liés au statut de Roman Abramovich qui suscite beaucoup de débats pour finalement, je pense, on va arriver à une tempête dans un verre d'eau, mais on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission lorsqu'on évoquera le tuto que nous proposons aux joueurs du LOSC pour leur expliquer comment ils doivent faire pour battre l'équipe de Chelsea. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur notre page Facebook en direct avec les commentaires. Donc, n'hésitez pas, nous reprendrons les commentaires les plus pertinents ou les questions que vous avez au pilier ou à notre invité. Nous les reprendrons en direct. Et c'est là aussi où vous pourrez répondre à la question qui vous permettra de gagner cette fois-ci une place pour le match Lille-Bordeaux qui aura lieu le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises, un match à domicile, donc contre Bordeaux, auquel vous pourrez assister en compagnie des piliers du bistrot d'Allez le LOSC. Après cette longue introduction,
nous pouvons passer à la première partie de cette émission. Donc, retour sur le match Lille-Saint-Étienne. Les Lillois ralentissent au vert. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table sur votre sentiment sur ce match, globalement. Et puis ensuite, on développera dans un deuxième tour de table les tops et les flops. Et puis, on reviendra sur finalement les conséquences de ce match au championnat et pour la suite de la compétition. Alors, votre sentiment sur ce match, comment vous l'avez vécu? Qui veut commencer? Alors, peut-être Christophe? Ouais, je peux. Bah, moi, sur ce match, c'est que c'est un match où on s'est fermement ennuyé. C'est un match qui n'a pas été pris par le bon bout. Je pense on n'est pas entré dans le match avec l'envie d'attaquer, mettre le pressing. J'avais trouvé ça bien contre le match d'avant, contre Clermont, même si tout n'avait pas été parfait. Au moins, on avait l'intention d'aller les chercher et de presser. Et là, ça a duré à peu près 2 minutes avant qu'on passe dans des passes latérales et qu'on s'ennuie un peu. En plus, Renato s'est blessé assez vite. Je pense pas que c'est scotcher les autres, mais bon, c'était un des joueurs qui pouvait mettre un peu d'accélération et qui est parti assez vite. Donc derrière, c'est vraiment le match on prend pas par le bon bout pour moi. C'est le genre de match où on doit vraiment attaquer tout le temps parce que les gens en face ne sont pas venus pour attaquer. De toute façon, ils sont venus pour gagner un point et ils sont partis avec un point. Ils étaient contents, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, ouais, je suis très déçu de ce match, en fait, globalement. Damien, comment tu l'as vécu, toi, un match qui est finalement assez équilibré au niveau des statistiques? On a 10 tirs pour Lille, 11 pour Saint-Étienne, 2 tirs cadrés pour Lille, 3 pour Saint-Étienne. On a une possession de 51-49, 14 fautes contre 12, 2 corners contre 3 et 5 hors-jeu pour Lille, 0 pour Saint-Étienne. Donc, on ne fera pas de commentaires sur cette dernière statistique. Mais comment tu l'as vécu, ce match? C'est une occasion perdue Bah, je sais pas, enfin après les chiffres que tu donnes confirment l'impression qu'on a eue, c'est que globalement c'était équilibré. Après je suis d'accord avec ce que dit Christophe, enfin, ce qui prédomine après ce match c'est l'ennui. Ce qui était sympa c'est que j'avais des voisins sympas en tribune, hein, mais à part ça, sur ce qui passait sur le terrain, pas très intéressant. Alors après j'essaie toujours de comprendre quelles peuvent être les raisons de ça. Moi je trouve que c'est toujours compliqué de juger un match qui est situé avant une échéance européenne, surtout avec le LOSC de cette année qui est composé quand même de joueurs qui ont été recrutés avec une autre direction, avec un autre projet et qui peut-être avait déjà la tête à Chelsea. Mais ouais, ce match, ça m'a rappelé un Lille-Martigues en 95 qui était jusque-là mon top 1 du match le plus chiant que j'ai vu. Il y avait juste une percée de Simba à la fin du match et donc ça a fait 0-0. Hein, la percée de Simba, forcément, il y avait le choix entre mettre le but et tirer sur le gardien. Il avait tiré sur le gardien. où il pouvait faire une bicyclette, hein, mais c'était l'option supplémentaire. Mais à l'époque, il mettait plus à côté que faire des bicyclettes. Le ballon était au sol, c'était plus compliqué. Ouais. Mais non, déçu. Mais je suis aussi déçu par, Christophe l'a un peu amorcé aussi, par les intentions de Saint-Étienne que j'avais imaginé peut-être un peu moins défensif, quoi. Mais en tout cas, ils ont opté pour une tactique qui leur a réussi. Ils sont partis avec le point qu'ils étaient venus chercher. Et voilà, globalement, très déçu. Et voilà, après, je laisserai pour les tops et les flops mon avis plus tard. Alors, il y a déjà des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas nombreux ce soir au bistrot d'Alélos, mais nos piliers réagissent déjà sur le commentaire de l'émission. Julien qui nous dit son sentiment, c'était mou du genou. Anthony qui nous parle d'une bonne ambiance, mais que c'était un match triste. Et Baptiste qui nous demande si nous allons parler de Philippe Jeanne. Alors, Philippe Jeanne, qui est le juge de touche, qui officiait lors de ce match Lille-Saint-Étienne. Et je crois que certains d'entre nous, et notamment Christophe, a beaucoup de choses à dire sur ce juge de touche. Ce sera peut-être un de tes flops d'ailleurs du match. Nous verrons tout à l'heure. Georges, oui, c'est ça. Est-ce que tu as un commentaire à faire globalement sur ce match? Moi, en fait, je suis un peu embêté parce que je pensais le voir et finalement, je suis tombé sur une rediff de Lille-Metz. Donc, un 0-0 bien naze. Il n'y avait pas la bagarre à la fin. Non, voilà. En plus, ça manquait d'animation. On s'emmerdait moins contre Metz, c'est tout dire. Il y avait moins anti-jeu parce que non, mais moi, j'ai eu cette sensation, pour dire ce que disait Damien,
en voyant le match, moi j'ai eu l'impression de retrouver une Ligue 1 qui n'est pas si vieille que ça, il y a quelques saisons. On voyait deux équipes qui jouaient pour ne pas perdre, deux blocs bas. Et c'était plus un terrain de foot, quoi. C'était le parking de chez Léon Bollet, quoi. Il y avait deux bus et il ne pouvait rien émerger de ce match. On a l'impression, pour le coup, j'étais à l'étranger, assez loin, donc j'ai regardé sur un lien un peu. Et même le lien lâché à 3 minutes de la fin, quoi. Il ne supportait plus. Je n'ai pas cherché à le rattraper. C'est vraiment un match où on a été jusqu'au bout de l'ennui. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette échéance de Chelsea qui fait que, d'ailleurs exactement comme pour le match de Metz, quoi, où peut-être que la prudence de Gourvenec voulait s'assurer un point, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est bien emmerdé, quoi. Alors, pour vous, on va refaire le tour de table sur cette question. Est-ce que vous pensez finalement que cette, alors, je ne vais pas dire l'inefficacité offensive, parce que c'est plutôt de l'absence d'animation offensive. On a eu un match où les attaques lilloises se faisaient latéralement. On n'avait pas de balle, ça manquait vraiment de verticalité. On n'avait pas de ballon vers l'avant. Pourtant, il y avait des appels de balles, notamment Burak Yilmaz, quand il est rentré, a fait beaucoup d'appels, et à chaque fois, tout le monde l'ignorait. Est-ce que vous pensez que c'est lié justement au match de Chelsea, les joueurs avaient déjà la tête là-bas, ou est-ce que c'est une stratégie finalement qui était de rester prudent et d'éviter surtout de perdre les 3 points? Damien, tu t'en penses quoi? Je pense pas que ce soit lié au match de Chelsea parce que cette incapacité qu'on a à accélérer le jeu, à donner du rythme, c'est quand même un problème qui date depuis un moment et qui date même de la seconde partie de saison dernière avec Galtier. Je trouve qu'il y a un problème d'animation offensive. Alors, et je pense même pas que ce soit une question de joueurs parce que quels que soient les joueurs, que ce soit Wea, Bamba, Ikoné, Gomez, on retrouve le même problème. Alors, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à saisir ça. Et ouais, comme tu le dis, on en avait parlé pendant le match. C'était une espèce de match de handball, des passes latérales et puis une incapacité à se projeter verticalement, alors qu'effectivement, les appels étaient bons, notamment quand Burak est rentré. Donc, je n'ai pas d'explication à donner, donc je laisse à mes camarades le soin d'en trouver. Christophe, est-ce que tu as des explications? Moi, je pense pas qu'il y ait, enfin, je suppose qu'il n'y a pas de choix tactique. Parce que s'il y avait un choix tactique, on n'aurait pas eu les appels, parce qu'on parle de Burak, Edon Zergova, pareil, Wea, pareil. Enfin, et les gens, ils ont appelé les ballons. Ils sont pas restés, Bamba aussi. Enfin, ils sont pas restés tranquillement à venir jouer les balles dans les pieds. Donc, ils appelaient les ballons, ils n'étaient pas servis. Donc, alors, c'est soit que les mecs n'ont rien compris dans le vestiaire, voilà, ils n'ont pas compris ce qui était dit, soit le message n'était pas très clair et que du coup, les gars, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, ils ne sont pas tous d'accord avec l'entraîneur. Enfin, il y a un problème parce que c'est pas normal qu'une équipe, dans une équipe, enfin, au football, il y a un truc qui est la base, c'est que c'est pas le mec qui a le ballon qui décide où il va jouer le ballon. C'est le mec qui n'a pas le ballon, qui va faire l'appel, qui va donner l'idée au mec qui a le ballon de jouer le ballon là il faut. Et là, en fait. Il y a 3 auditeurs qui viennent de se jeter par la fenêtre. On te laisse poursuivre, Christophe. Donc les mecs qui n'ont pas le ballon, ils ont fait les appels, mais ils n'ont jamais été servis. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une incompréhension totale dans cette équipe. Et bon, c'est un peu inquiétant quand même, parce que si on se dit qu'ils ne se comprennent pas là, qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Et donc non, moi je pense pas qu'il y ait de consignes. S'il y avait des consignes, les joueurs, ils n'auraient pas fait des appels, ils n'auraient pas constamment demandé le ballon à l'avant. Philippe Jeanne, je peux en parler maintenant ou attends un peu? Oh, tu peux, vas-y, ça on restera sur les joueurs. Tu avais un commentaire sur Philippe Jeanne? Ouais, non, mais parce que en fait, j'ai demandé à Baptiste pendant le match, c'est quoi le nom de ce pingouin. Le mec, il a signalé, mais alors le pire qu'il ait fait, c'est que sous ses yeux, ébahi, il y a, je crois que c'est Zergova qui protège le ballon. Il y a un Stéphanois qui arrive, mais il l'explose par derrière, il lui met un coup d'épaule dans le dos, il l'envoie en touche. Et là, lui, mais le mec, c'est 1 mètre de lui, hein, tranquillement, il fait voir, touche pour Saint-Etienne. Non, mais je dis, mais comment tu peux être nul à ce point-là? Et à l'autre moment, il signale un hors-jeu. Alors, bon, peut-être que Gudmundsson est hors-jeu, mais s'il est hors-jeu, Gudmundsson, il est le long de la touche là-bas. Et ils vont jouer le hors-jeu, ils jouent le hors-jeu dans la surface du gardien, devant le gardien. Donc, bon, on peut être nul, mais pan les lins, quoi. J'en ai vu un gros nul aussi à l'écart, mais c'était bon, c'était pas le même niveau. Mais non, mais bon, voilà, c'était triste. Vraiment, c'est vraiment le flop arbitral.
Mais souvent, les arbitres de touche sont pas très écoutés par les autres arbitres, mais ils peuvent quand même dire quand c'est sous leurs yeux ce qui se passe. Et puis, oui, il a signalé aussi la faute de Fonte. Quand Fonte passe entre deux joueurs et lève le ballon entre deux joueurs pour passer, ici, là, il y a un joueur qui se jette par terre, mais c'est normal, le joueur, lui, il joue la faute. C'est normal en football, hein. C'est dégueulasse dans ce sport, mais bon, ça arrive souvent. Et l'arbitre dit, faute. Et l'arbitre de touche signale faute. C'est à 5 mètres de lui, il voit qu'il n'y a rien, et le mec, il signale faute. Mais voilà. Pendant que voilà. C'est la tristesse de l'arbitrage français. Et je pense que demain, on aura un bien meilleur arbitrage comme on a eu au match aller. Enfin, je ne sais pas, parce que c'est pareil, l'arbitre est un peu corrompu à la base. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Non, il n'est pas russe. Non, il est italien. Ouais. Mais après, il y a un petit problème. Georges, est-ce que tu as quelque chose à dire justement sur cette capacité lilloise? Moi, je pense quand même qu'il y a un élément essentiel. Et là, je rebondis un peu sur ce qui s'était passé contre Clermont. Clermont, ça a été beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que on voit, c'est Sanchez qui apporte énormément dans la phase de transition. C'est lui qui amène le premier but, c'est lui qui amène l'expulsion du joueur clermontois qui va faire basculer le match. Et c'est encore lui qui est passeur décisif sur le deuxième but. Donc, il est clairement… et j'ai un peu l'impression que depuis pas mal de matchs, c'est un peu la pierre angulaire, la clé de voûte du jeu à la lilloise, et que sans lui, il n'y a plus de solution. Et il se pète en début de match, donc à partir de là, c'était fini, parce que encore au moment où il est là, on a un petit peu d'animation, il y a un petit peu de vie devant. Donc je me demande vraiment si ce n'est pas lié à la problématique Sanchez, où finalement, une fois qu'il n'est plus là, on se retrouve avec cette espèce d'équipe coupée en deux, quoi. Enfin, en tout cas, ça perd en fluidité au niveau du milieu. D'accord, on a quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Jean-Michel qui nous dit avec beaucoup de malice, sans David, on a toujours plus de mal offensivement. On y reviendra sur les tops et les flops. Hein. Et Julien qui nous demande de préciser ce que c'est que cette histoire d'arbitre italien demain. Ah, tu t'es avancé, Christophe. Tu sais nous en dire plus ou c'est un arbitre qui a déjà fait parler de lui? Ouais, Baptiste qui a envoyé un message cet après-midi sur le groupe en disant que cet arbitre-là qui va nous arbitrer demain a été mis en série B italienne suite à un match notamment un peu pas bon, où même à la VAR, il y avait un penalty évident qu'il a refusé, a priori. Donc il a été mis en série B italienne pour… voilà. Donc, c'est bien d'avoir ça donne confiance. C'est bon pour demain, Abramovich n'a pas les moyens de se le payer, hein, l'arbitre. Donc voilà, donc c'est bon, après, vu ce qu'on a en France, faut pas être déçu. Bon, en tout cas, on prendra cette information pour notre tuto comment battre Chelsea, sur lequel on reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Damien, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est pour rebondir sur ce qu'ont dit Christophe et Georges, parce que c'est vrai que le fait que Renato soit sorti tôt, évidemment, ne nous a pas arrangé, parce que finalement, Renato, c'est le seul qui arrive à sortir un peu de son rôle, et je trouve que les joueurs du LOS, de manière générale, enfin, en tout cas sur ce match, sont un peu trop scolaires, comme on nous disait quand on était au collège, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'être dans leur rôle et de ne pas en faire plus, de ne pas sortir de leur fonction. Et je trouve que le seul qu'il a fait vendredi, c'était José Fonté, justement, sur l'action dont parlait Christophe, où il a parfois tenté de déborder, d'être à droite avec Chelik, alors que les autres, et comme Cheka l'avait fait à Lyon sur le centre qui amène le but, sinon on a des joueurs qui restent un peu dans leur zone, et je trouve que ça manque un peu de… Enfin voilà, ils sont trop statiques, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, ouais, peut-être l'enseignement principal du match de vendredi, c'est qu'on peut s'inquiéter pour Clermont, finalement, qui prend 4-0 contre nous. Oui, après on y reviendra, mais il y avait aussi les faits de jeu qui peuvent expliquer effectivement cette soudaine productivité des attaquants lillois. À propos de productivité, je vous propose de passer au top et au flop de ce match. Alors, on va garder le même ordre. On va commencer par Christophe. Quels sont les joueurs que tu voudrais mettre en avant, ceux que tu voudrais mettre un petit peu pointés du doigt, et éventuellement s'il y a des joueurs à Saint-Etienne que tu as remarqués? En flop, je mettrais Ben Arfa, parce qu'il est censé animer le jeu et ça fait 3 matchs où il n'anime pas grand-chose. Et ça m'inquiète aussi pour Chelsea d'ailleurs. Mais voilà, Ben Arfa j'ai une question ensuite pour rebondir là-dessus. Est-ce qu'il faut le faire jouer titulaire ou est-ce qu'il faut faire jouer Bourak ou Ouéa?
C'est une vraie question, ça. Bah, après les 3 matchs qu'il a fait là, je pense qu'on a la réponse. Hein. Je pense qu'il ne doit pas jouer titulaire. Ben, Est-ce que finalement Ben Arfa, c'est pas un super sub, compte tenu de son physique actuel et compte tenu des besoins du LOSC, finalement, pour débloquer des situations en fin de match? ouais, bah, le problème, c'est que ça fait 3 matchs qu'on mise dessus pour faire un 10 pour les matchs suivants. Et je pense qu'on s'est gouré sur la mise. Enfin, c'est raté. Parce que enfin, là, contre une équipe de Saint-Etienne qui ne sont pas des cadors, il a essayé de dribbler toute la défense, mais ça, il ne va plus jamais y arriver de sa vie. Enfin, s'il y arrive, ce sera un exploit. Et le reste du temps, il doit jouer, il doit faire jouer tout le monde. Et là il n'était pas dedans, les appels n'étaient pas bons. Enfin, puis il n'a pas le coffre. Il n'a plus le coffre. Donc, non, c'était un très triste Ben Arfa. Et je pense qu'en effet, s'il rentre un quart d'heure, une minute à la fin, il peut être très, très bon. Mais, ou alors il joue sur une aile et il fout le feu pendant une demi-heure, une mi-temps, et après on le remplace. Mais pas au cœur du jeu comme ça, c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça avec Ben Arfa, c'est fini. C'était l'ancien temps, ça. Alors ça, c'est pour moi, c'est mon gros flop. Je mettrai un top à notre gardien Jardim, parce que même s'il n'y a pas eu d'arrêt extraordinaire à faire, il donne la confiance. Ça gueule chez moi, si j'ai pas. Donc il a donné la confiance. Ils sont pas d'accord chez toi. Mais Jardim, c'est merde. Non, En fait, arrêtez. ouais, c'est ça. Il réclame Gribich, en fait. C'est ça. Il y a une scission dans la famille, Christophe. J'ai des fans de Gerbich à la maison et ça passe pas, tu vois. Non, mais Jardim, il fait vraiment un bon match et il rassure parce qu'en fait, il a fait aussi les sorties qu'il fallait, donc ça, c'était très bien. Après, dans le jeu, moi, je mettrais un petit plus à Celik parce que je trouve qu'il revient bien. Et même là, bon, il fait un poteau, mais poteau, pas but. Hein. Et sinon, il revient plutôt bien dans le jeu. Et puis, j'aime bien toujours Gudmundsson, qui est ce que disait Damien, Gudmundsson, c'est un des seuls qui va de l'avant, qui essaie de mettre de la vitesse. En première mi-temps, là, quand il fait le grand pont sur le défenseur et qui essaie de centrer derrière, centrer contrer, mais l'action est magnifique. Et bon, voilà, c'est des joueurs comme ça qui peuvent un peu mettre un peu de folie et c'est ce qui manque un peu dans cette équipe actuellement. Saint-Etienne, j'ai pas trop d'avis sur Saint-Etienne. Je mettrai un gros big up à Kazri qui n'a pas pourri le match alors que d'habitude il pourrit, donc merci à lui. Et puis sinon pour le reste Saint-Etienne, ben non, j'ai pas trop d'avis. J'ai pas eu de joueurs qui m'ont marqué dans cette équipe. Damien, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Oui, alors déjà pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, s'il fallait prendre par rapport à Ben Arfa qui n'a pas de coffre, peut-être que s'il fallait prendre un vieux gaucher retraité qui a du coffre, c'était Capot, Olivier Capot. Alors après, mes tops. Respect. Respect. Mes tops, comme Christophe, oui, j'ai trouvé que Jardim a été rassurant. J'ai bien aimé Celik et Fonte. Bon, pareil, hein, Fonte, voilà, irréprochable comme depuis très longtemps. Et puis sur les flops, moi j'ai trouvé que les entrants avaient été très décevants. Alors j'aime pas dire ça parce que je l'aime bien par ailleurs, mais je trouve qu'Onana n'a pas été très bon. En plus, il rate une occasion, bon, je vais pas dire facile, mais il saute trop tôt. Et par ailleurs, je trouve qu'il n'a pas été bon. Zegrova, je l'ai trouvé dans un registre déjà stéréotypé où il recherche systématiquement son pied gauche, alors qu'à 2 reprises, il avait l'occasion de centrer en première intention du droit. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais au moins, ça aurait donné autre chose qu'une perte de balle. Donc, ouais, flop sur les entrants, et j'ai pas trop aimé. Non, ça n'a rien apporté. Et en top? Et ben, Tu l'as dit. J'ai du mal à décrocher. Je suis un peu comme Ben Arfa, en fait. Je décroche trop. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Ouais, donc au niveau des flops, nettement plus facile à trouver. En effet, Ben Arfa, pareil, mais pour les mêmes raisons. Et je retrouve un petit peu les mêmes problématiques que celles qui s'étaient posées pour lui face à Clermont, où manifestement il est sur un poste où, encore une fois, il a dézonné. Il y a quand même un bon moment de la première mi-temps où je me demandais s'il ne jouait pas demi-défensif. Quoi. Il était en total décrochage. Enfin, il était l'impression que ça erre sur le terrain. Moi, en flop, j'ai envie de remettre Bamba quand même. J'ai l'impression qu'il joue le même match depuis. Hormis son but contre Clermont, c'est pas ça en ce moment. Troisième flop. Ouais, Onana, je trouve que ça rentrait. Ça a terriblement contrasté. Enfin, voilà, costume est large aussi quand il faut remplacer Renato. Et moi, je voudrais faire
une véritable indulgence sur un qui se fait pas mal allumer. Mais là, pour le coup, sur ce match, il n'était pas aidé quand même. Ça reste Jonathan David, quoi. Sur chaque ballon qu'il touchait, c'est vrai qu'il n'a pas été inspiré, mais il avait 4 joueurs sur le callback systématiquement parce que bloc bas, parce que bon, il n'a pas été bon, mais je pense qu'on ne peut pas lui imputer. Il y a d'autres matchs où il est suffisamment flop pour que sur celui-là, ça soit de réindulgence. Et les tops, bah oui, ça a été Selic. J'ai bien aimé la niaque de Xheka sur certains passages. Et puis, en effet, José Fonte qui a essayé de se comporter en patron, mais qui s'est comporté en patron, mais malheureusement, qui n'était pas suivi dans la démarche par les autres, quoi. Ouais, je voudrais revenir sur Jonathan David, qui certes était isolé dans la défense compacte adverse, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en parlant de Ben Arfa titulaire et qu'on aurait peut-être mieux joué avec Bourak, c'est que ça aurait aussi mis un peu plus de présence devant et peut-être donné un peu Voilà, plus c'est de ce que j'évoquais verticalité dès le début. ce que j'évoquais la semaine dernière. Ce qui se passe quand on a David et Bourak ensemble, on a les occasions. Parce que Damien a évoqué, ça fait un moment quand même. C'est vrai qu'on a beaucoup de clean sheet en ce moment, mais je crois que les occasions de but depuis le match de Montpellier, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et même avec un Bourak pas inspiré, on a un stock d'occasions parce qu'il y a une vraie complémentarité, même si souvent hors jeu, Bourak il étire les défenses et ça donne des espaces à David. Là, il n'en avait aucun du fait qu'il était complètement tout seul. Donc, et pour le coup, je me dis, tiens, chouette, il fait rentrer Bourak, ça va amener, et il fait sortir David. Donc, cette complémentarité n'a pas pu avoir lieu sur ce match-là, quoi. Mais c'est exactement ce qu'on avait évoqué contre Clermont et sur pas mal de matchs précédents, quoi. Alors, on a sur les réseaux sociaux des commentaires, notamment sur David Massa, l'arbitre qui officiera demain soir. Et donc, Jean-Michel et Olivier nous parlent du match Torino-Inter, durant laquelle il a refusé un but avec une VAR valable. Donc, c'est peut-être l'événement que tu évoquais tout à l'heure, Christophe. On a le top de Capenoul qui nous parle du public, de Chelik et de Fonte. Et en flop, il met Ben Arfa et Monsieur Bata. Donc, et ensuite, on a Stéphane qui nous dit qu'il aurait fallu faire rentrer Yazice. Ça aurait été peut-être une solution en première partie de saison. Malheureusement, pour l'instant, il faudra attendre qu'il revienne de Russie et ça peut se faire peut-être plus vite que prévu. Ouais. On n'en sait rien. Voilà, donc je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Il est 21h03. Deuxième partie de l'émission parce que finalement, on va pouvoir enchaîner avec le niveau de jeu du LOSC actuel. Que peut espérer un LOSC dans l'état actuel, comme on le voit en championnat, face à un Chelsea qui est champion d'Europe, champion du monde et qui enchaîne les victoires depuis quelques semaines, malgré un contexte politique extrêmement difficile, extrêmement compliqué, lié à son propriétaire, Roman Abramovich, qui se voit attaqué tout feu par la justice anglaise et par les médias. Alors, d'après vous, si on écoute les journalistes, les spécialistes du football, on peut déjà aller acheter des chrysanthèmes. Hein. Le LOSC est éliminé, c'est même pas la peine d'aller au match mercredi. Ils n'ont aucune chance. Je vais vous donner un indicateur qui peut être intéressant, c'est les cotes des matchs sur les sites de paris en ligne. Alors, une victoire du LOSC, une victoire simple, est cotée à 4,20. Une victoire de Chelsea entre 1,80 et 1,90, pour vous donner un ordre de grandeur. La victoire 3-0, la cote est de 44. 44 contre 1. La défaite 3-0, elle est cotée à 12,50, pour vous donner un ordre de grandeur. 44 Pays de la Loire. Pardon ? 44 Pays de la Loire. Absolument. On y reviendra dans la troisième partie de l'émission. Et voilà, le 4-0 est à 95, le 5-1 est à 200. Vous voyez, la qualification lilloise sur le terrain est quand même un sacré pari.
En toute objectivité, mettez-vous dans la peau d'un observateur neutre. Comment voyez-vous les chances de Lille pour éliminer Chelsea? Damien, on va commencer par toi. Je trouve que ces côtes, je ne sais pas comment ça fonctionne les côtes, mais bon, il y a de quoi être relativement peu optimiste quand même. Moi, le match aller m'a montré, je crois que c'est Julien qui l'avait dit lors du bistrot qui suivait le match de Chelsea, qu'on avait l'impression d'être à la fois très proche et très loin. J'imagine pas que les perturbations politiques touchent les joueurs, donc moi, je suis assez pessimiste et je vais regarder ça d'un œil distant en espérant simplement qu'à un moment, on mène, quoi. Ça pourrait être sympa qu'il y ait un petit moment de folie comme ça. Mais après, évidemment, on n'est pas éliminé et de but, ça se remonte, ça s'est vu. Voilà ce que j'ai à dire. Christophe, ton sentiment rationnel, quel est-il? Rationnel, Thuram n'a jamais pris un but en phase d'élimination directe avec Chelsea. On a un peu moins de 10% de chances de passer selon les stats. On peut dire que rationnellement, c'est pas top. Et en plus, il y a d'autres choses qui font que rationnellement, qui font peur. C'est le fait que le match aller, on se soit complètement gouré sur la tactique. En mettant Onana au numéro 10, ça a été une catastrophe. Et que donc, en ratant le match aller là-bas, on part avec 2 buts de retard. Donc, rationnellement, je dirais qu'on n'a pas beaucoup de chance. Donc, moins de 10%, la stat, c'est un peu moins de 10%, je ne sais plus combien c'est au juste, mais la stat me paraît à peu près normale. Georges, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'avec le niveau de jeu actuel du LOSC, avec ce qu'on a vu par exemple sur le match de Saint-Etienne, on a une chance de pouvoir contrer cette équipe de Chelsea? Je rappelle, il faut mettre 3 buts. 3 buts. 2 si on veut aller au pénalty. Mais les pénaltys cette année, ce n'est pas la spécialité du LOSC. On a changé de gardien depuis, on ne sait jamais. Mais non, ouais, au niveau rationalité, évidemment, si on me demande contexte en supporter du LOSC, les chances étaient déjà très fines. Le match aller, on en avait parlé, en effet, il y avait quand même un vrai décalage. Et finalement, il était souvent compensé par Renato, dont on disait ici que c'était sans doute le seul au niveau de l'animation offensive, défense mise à part, qui pouvait envisager une place de titulaire dans cette équipe de Chelsea. Il n'est pas là. Donc, tout se complique un peu. Non, au niveau, si on s'en tient au niveau rationnel, évidemment, j'en serais à ne pas regarder le match. Mais voilà, le football, c'est pas la rationalité. Le football, c'est des fois des situations improbables. Les 10% qu'évoquait Christophe, ils existent, ils sont là. Ça fait pas lourd, ça fait tripette, mais comme j'évoquais ici, je reprends à chaque fois ces matchs de référence de Coupe d'Europe. Je me souviens de Metz en 85, je me souviens de Bordeaux, Metz en 85, qui est sorti le Barça dans un scénario absolument hallucinant. Ils avaient perdu 4-2 à Metz. Barcelone était venu gagner 4-2 à Metz. Au retour, c'est le FC Metz qui s'était imposé 4-1 au Camp Nou. Et puis Bordeaux qui avait sorti le Grand Milan de George Weah en 96. D'ailleurs, le match aller, je crois, est fini sur le même score de 2-0. Donc, 3-0, 3-0 ouais. Donc, voilà, il y a matière un petit peu à se dire qu'on ne sait jamais. Il y a comme ça, sur chaque décennie, un instant magique qui vient se figer sur le football. Est-ce que ce sera pour nous? Est-ce que ce sera ce coup-ci? Ou alors, est-ce qu'on repartira là entre les pattes? On verra bien, mais en tout cas, j'ai pas envie de prendre ce match sous le prisme de la rationalité parce que sinon, demain soir, je fais comme d'autres, quoi, je vais au cinéma. Ah bon? Pardon, on ne t'a pas entendu, Christophe. Non, je disais, il me semble qu'il y a le PSG aussi qui perd 3-1 au Real, qui gagne 4-1 chez lui, dans les années 80. Oui. Alors, moi, je voulais. Alors, d'abord, il y a des commentaires. On a Anthony qui nous dit qu'on pourra peut-être faire une remontada, mais qu'on a vraiment zéro chance de se qualifier. Capenoul qui nous dit qu'il faut juste ne pas mettre Onana attaquant. Donc, je vous lis d'autres commentaires. C'est un autre niveau, un autre rythme, plus de réalisme, bref, une autre planète. On peut toujours espérer, mais bon. On a nos chances de gagner avec un public en feu, c'est un des éléments qu'on évoquera tout de suite après.
Et Julien qui nous dit que sans Renato, ça va être extrêmement complexe et ça vient se rajouter à la liste de handicaps finalement avec lequel doit vivre le club. Et Capenoul qui nous explique la stratégie de Gourvenec en disant que le match de vendredi était un leurre, c'était une feinte pour faire croire à Chelsea qu'on était nul, pour qu'ils viennent les mains dans les poches au stade Pierre-Mauroy mercredi. On verra si l'avenir lui donnera raison. Alors, apparemment, donc le match également, on nous précise que le match de Metz c'est en 84, pas en 85. Attention. Ouais. Soyons, alors, il faut être précis avec les auditeurs du bistrot, hein, parce que là, il ne faut pas dire de conneries. Hein. Faut pas dire C'était saison 84-85. Voilà, oui, rattrape-toi, Georges, rattrape-toi. Voilà. Donc, on a Stéphane Malaquin qui dit que ça va être un super match et que Lille va se qualifier dans une ambiance incroyable. Nathalie qui dit qu'il ne tente rien à rien. Il faudra que nos joueurs s'arrachent sur le terrain. Ça reste du foot. 44 jambes sur le terrain. Ça, c'est Julien qui nous dit ça. Il m'a fait peur. Mais... Voilà, donc beaucoup de commentaires sur le sujet. On citait tout à l'heure 85. Moi, il y a un match sur lequel je voudrais revenir pour les plus anciens d'entre nous, c'est justement en 85. Il y a eu un match sur lequel on peut faire beaucoup de parallèles finalement avec cette confrontation contre Chelsea. Ce n'était pas de la Coupe d'Europe, mais c'est l'histoire du LOSC, c'était la Coupe de France en 85, en 16e de finale, si je ne dis pas de bêtises. Le LOSC rencontrait Bordeaux. Alors Bordeaux à l'époque, c'était un peu le Chelsea français avec Claude Bess et une équipe qui était extrêmement forte, qui monopolisait les titres de champion de France depuis plusieurs années, qui était cette année-là demi-finaliste de la Coupe des Champions. On ne s'appelle pas ça la Ligue des Champions, ça s'appelait la Coupe des Champions. Ils avaient été éliminés par la Juventus de Turin, qui s'est retrouvée d'ailleurs au Heysel lors de la finale. C'est le fameux match du Heysel contre Liverpool. Donc, c'était vraiment un épouvantail. Et Lille avait été battu 3-1 au match aller, avec des commentaires désobligeants. Je crois que c'était DJ Kouekou, qui était directeur sportif du club, qui avait traité les joueurs lillois de rugbyman du fait de leur rugosité, de leur rigueur finalement dans les contacts. Et bref, un climat qui était vraiment très tendu. Et puis, il y a eu le match retour, qui est un match événement. Alors, certains d'entre nous l'ont vécu, d'autres pas parce qu'ils étaient un peu jeunes. Donc, on va épargner un peu Damien sur ce sujet, sauf si tu as quelque chose à dire, tu seras bienvenu. Alors, qui veut commencer ? Allez, Georges, tu étais présent, je crois, ce soir-là, dans les tribunes de Grémont-Près-Joris. Voilà, dans les travaux de Grémont-Près-Joris. En plus, pour situer cette année-là, je crois que c'est une année où on finit 16e, c'est une équipe en pleine reconstruction, il y a Georges Hélène qui arrive, les résultats n'étaient pas folichons au championnat, et comme tu dis, Bordeaux, c'était vraiment l'équipe épouvantail. En gros, c'était l'équipe de France sans Platini, qui fait un distinguo, mais ils avaient quand même récupéré Fernando Chalana, et je crois qu'il y avait Dieter Müller, l'attaquant allemand, donc c'était une grosse écurie européenne. Enfin, Chalana, c'est Messi. Hein? Chalana, chez eux, c'était Messi à Paris, quoi. Ouais. Non, bah oui. Bon, il marchait beaucoup plus vite. Hein. Il marchait plus vite. Mais ouais. Quoi qu'au niveau forme physique, c'était souvent Neymar. Je me souviens qu'il se pétait assez régulièrement. Mais bon, ils avaient une équipe assez incroyable. À l'époque, la Coupe de France se jouait par match aller-retour. Et en effet, on va là-bas et en faisant une prestation qui est tout à fait honorable, on perd 3-1. Et Grand Bordeaux, qui quand même avait dévisé sur le doublé. En plus, je crois que c'est vraiment une saison où ils surnageaient en championnat, donc ils avaient vraiment le temps de se consacrer à la coupe. Et il y a eu ce match retour à Grémont-Près. Alors, une des rares fois cette saison-là, on a eu Grémont-Près vraiment plein, comme un œuf. Hein. Habituellement, c'était... au niveau du challenge du tribune, on était plus en concurrence avec la SPTT Lille qu'avec les grands clubs. Et ça se jouait sur des petits carrés de 3 à 5 000 personnes en général. Je me souviens des petits samedis d'hiver sur Grémont-Près, c'était terrible. Et là, stade plein et je ne sais pas, une espèce de frénésie qui fait qu'on se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. Et d'entrée de jeu, Bordeaux plante. Je me souviens, c'est un jeune joueur chez eux qui s'appelait Audrin. Donc là, on se dit la messe est dite, on espère qu'il y aura au moins une réaction.
Et je crois que c'est Stéphane Plante, si je ne me trompe pas, qui marque un coup franc Tout à fait. juste avant la mi-temps, pas très loin avant. À la 34e minute, pour être tout à fait Ouais. précis. Donc, J'ai 84-85. Hein, j'ai aucun mérite, j'ai mes notes sous les yeux. Ah, voilà. Ouais, non, mais j'ai de mémoire. Donc, et là, l'égalisation, je dis pourquoi pas. Et je crois qu'assez vite, au retour du vestiaire, le deuxième but doit être marqué par Primorac. À 56e minute. 56e. Et juste après, enfin pas très longtemps, c'est le jeune Guillon qui met le troisième but. Sur un tir contré. Pascal Guillon à la 58e frère minute. de l'autre, qui était un petit ailier, un format de poche. Et là, 3-1, on se retrouve sur une prolongation. Les joueurs bordelais étaient vraiment sonnés. C'était le boxeur qui titubait. Et la prolongation, alors là, il y avait une telle frénésie dans le match qu'on avait la certitude qu'elle ne pouvait plus nous échapper. Elle était à nous. Et en effet, c'est Primorac qui met un doublé, donc qui jouait défenseur central, qui met le quatrième but, celui qui nous fait passer devant. À la 92e minute, voilà. Tout à fait et précis. toute fin de match, c'est Dusan Savic qui doit marquer au bout des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, prolongation, je pense. À la 118e. À la 118e, voilà. Je continue sur ma lancée. Hein. Je remplace Baptiste. Hein. Monsieur Big Data, il n'est pas présent. Je pique sa place. La nature a horreur du vide. Je le fais de mémoire, hein, c'est pour dire que. Mais il y avait une ambiance dans le stade ce soir-là qui était inimaginable parce que vraiment, on sortait une très, très grosse équipe, comme tu dis, hein, quelques mois plus tard. Ils se font éliminer par la Juventus, qui était une équipe. Avec Platini, justement. Avec Platini, avec Boniek, avec tous les champions du monde italiens. Ils avaient une équipe qui était de toute façon impossible à jouer. Donc, ce Bordeaux-là, c'était. La Juve, c'est pas. Ils perdent 3-0 là-bas avec un arbitrage très, très, très italien et ils gagnent 2-0 à la maison. Et ils gagnent 2-0, ouais. Mais tu sens. Oui, non, mais justement, Bordeaux fait bonne figure. Bordeaux fait bonne figure, mais cette Juve-là était quand même très costaud. Quoi. Je pense que sur 3 saisons européennes, ils se font juste éliminer une fois en 83 en finale de la Coupe des clubs champions par Hambourg, mais sinon, ils passaient à chaque fois. Quoi. Ils ont plié des clubs anglais, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, et ce Bordeaux-là, on a réussi. C'est-à-dire que cette année-là, les 2 seules équipes qui font des jouets. Bordeaux et qui les éliminent, c'est la Juve et c'est le LOSC. Voilà. Alors, en tout cas, un résumé de mémoire à souligner qui était vraiment d'excellente facture. Merci Georges. Christophe, tu étais également… Alors, il y a quelques commentaires peut-être. Hein, donc, Julien qui nous dit « Quelle encyclopédie ce Georges ?» Je vais t'appeler Universalis. Olivier qui nous confirme qu'il était également présent ce soir-là et qu'il avait l'impression que il y avait 80 000 personnes au stade Grimont-Préjory. Je confirme que c'était une impression. Hein. Une ambiance de feu. Et Anthony qui nous dit que nos 2 chauves préférés, donc je suppose qu'il parle de vous, ont de la mémoire, dire que je ne me rappelle pas de ma soirée d'hier. Christophe, est-ce que tu as vraiment de la mémoire? Alors toi, je pense que tu n'as pas vécu ce match en direct, mais tu l'as vécu en direct à la radio, parce qu'à l'époque, on ne regardait pas les matchs à la télévision, on les écoutait à la radio, et on salue Christian Palka, d'ailleurs, qui nous manque beaucoup à la radio. Je ne sais plus si c'était Christian Palka ce soir-là, parce que 85, ça m'a pas jeune pour lui. C'était pas lui, non. C'était pas lui. Et Jean Crinon. Jean Crinon. Et en effet, il y a eu que de la demi-finale qui est passée à la télé contre Monaco. Mais en effet, j'écoutais à la radio et Georges a dit le principal, c'était palpitant. Et moi, ce que je me rappelle, c'était l'ambiance du match aller où ça s'est fini de façon très, très houleuse avec Kouékou qui était un gars, un sale type, quoi, un sale type de triste mémoire, comme il y en a eu quelques-uns dans le football et puis il y en a encore, et qui était venu dire qu'on était des rugbyman, alors que rugbyman c'est quand même un compliment. C'est bon, voilà. À l'époque, quand ils nous insultent, moi c'est un compliment. Et donc, qu'on ne savait pas jouer au football et tout ça, et ça avait motivé nos joueurs.
Et moi, je me rappelle à la radio, le commentateur au 4-1 qui dit Georges Hélène s'est levé de son banc pour faire un bras d'honneur à Kouékou. Alors maintenant, tu prends 25 matchs, mais bon, à l'époque, c'était bon enfant. Et j'avais trouvé ça bien que, en plus, on était sur Georges en parlait, Georges Hélène, qui venait d'arriver, qui a redonné une âme à ce club qui dormait un peu, quoi. Et voilà, c'est ce match-là parce que moi, j'habitais dans le Pas-de-Calais et je ne pouvais pas aller voir Lille comme je voulais. Donc, j'allais voir quand il y a quelqu'un qui pouvait me conduire parce que j'avais pas encore l'âge d'avoir le permis. Et donc, voilà. Et donc, ce match-là, c'était pas possible. Mais bon, c'était une super émotion et surtout, on s'est dit, ben, comme disait Georges, le Grand Bordeaux, on a réussi à les battre, quoi. C'était vraiment une super émotion. D'ailleurs, ils étaient tellement émus aussi Bordeaux qu'ils ont piqué Thomas l'année d'après. Bon, on nous l'a rendu 2 ans après, mais bon. Même Et, Péan, Alors, avec le, Éric Péan, un peu avec, après. Ouais. avec le bras d'honneur de Georges Hélens vis-à-vis de Kouékou, on peut dire que Georges Hélens a remis les pendules de Kouékou à l'heure. Voilà. Alors, moi, je vais Pour anecdote, je veux dire, le public qui chambrait, c'était à l'époque Kouékou une chanson. Vous voyez, c'était quand même beaucoup plus ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, on leur a invité à un coït furtif et anal. C'était quand même plus soft à l'époque, quoi. Quand tu parlais de bon enfant. En tout cas, alors moi, je vais vous donner une anecdote personnelle. J'ai pas assisté à ce match-là. Alors, ça va vous faire rire. J'étais au cinéma ce soir-là. Et en fait, à l'époque, je n'allais pas souvent voir les matchs du LOSC. Je crois que j'en avais vu un ou deux précédemment. Et en sortant du cinéma, j'ai vu une animation dans les rues du centre-ville qui n'était pas coutumière, entre guillemets. Et en me renseignant, je me suis aperçu que c'était suite justement à cette victoire extraordinaire du club. Et c'est ce qui m'a donné l'envie d'y aller chaque semaine. Et depuis, je n'ai quasiment pas raté un rendez-vous. Damien. Le film que tu allais voir ce soir-là, c'était pas Vol au-dessus d'un nid de Kouékou? Ah, elle est jolie. Je ne pense pas, mais en tout cas, j'aurais dû aller voir ce film. J'aurais dû aller voir ce film, c'est certain. Donc, voilà. Alors, pourquoi on vous raconte cette anecdote? Parce que finalement, on va reprendre à notre compte cette expression qui est tantôt, comment dire, affectée à Mark Twain, l'écrivain américain, ou à Marcel Pagnol. C'est qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors aujourd'hui, donc sur ce match, alors il est 21h22, avant de justement expliquer quelles sont les clés de ce match, je vais vous poser la question pour gagner une place au prochain match du LOSC à domicile en championnat. Donc, une place pour assister à Lille-Bordeaux le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises. Le 3 avril, la question, elle est simple, notamment si vous avez écouté l'émission. Sinon, vous allez être obligé d'attendre le replay pour répondre et ça va faire désordre. Quelle est la cote que nous avons évoquée tout à l'heure pour une victoire du LOSC 3-0? Ça a un rapport avec la troisième partie de l'émission. Petit indice. Vous n'avez pas le droit de répondre, hein, les piliers. C'est interdit. C'est interdit. Donc voilà. Donc, on a fait finalement cet état des lieux. On s'est rappelé des vieux souvenirs d'anciens combattants. Maintenant, aujourd'hui, comment on peut battre cette équipe de Chelsea qui est très bien organisée, qui est très efficace, qui enchaîne les victoires, alors que finalement, on a un jeu plutôt poussif. Est-ce qu'il y a un secret? Alors bien sûr, il faut y croire. Et on avait tout à l'heure Jocelyn Gourvenec et Benjamin André qui ont fait le boulot, qui ont expliqué effectivement les X% de chance et qu'il fallait les saisir, de ne pas avoir de regrets. Mais tactiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut tirer les leçons, par exemple, du match contre Saint-Etienne, du match de Metz ou du match aller contre Chelsea? Est-ce qu'il faut les prendre à la gorge, prendre tous les risques? Ou est-ce qu'il faut au contraire être attentiste en guettant finalement les opportunités? Comment vous voyez ça? Qui veut commencer? Damien? Ouais, moi j'aurais tendance à penser qu'il faut y aller franco, qu'il faut attaquer, d'autant que le changement de la règle du but à l'extérieur nous est plutôt favorable dans cette configuration. C'est-à-dire que si Chelsea marque, il n'y a pas péril en la demeure. Enfin, si on en met 3 derrière, bon, il faut les mettre, on ne sera pas éliminé. Enfin, on aura en tout cas les tirs au but. Après, moi j'ai bien aimé, même avant la conférence de presse de tout à l'heure ou d'hier, je ne sais plus là, ce que disent les joueurs et Gourvenec autour de ce match. Enfin, ils ont vraiment l'air de dire, voilà,
ils ont annoncé la couleur, quoi. Ils ont vraiment dit on va se dépouiller, on va rien laisser passer. Alors, j'ai peut-être espoir que Lille montre un autre visage que ce qu'il a pu montrer à domicile ces temps-ci. Mais oui, je serais plutôt pour le. Allez, on attaque et voilà, on les prend à la gorge, ouais, comme tu dis. Christophe, comment tu le vois, toi, ce match? Est-ce qu'il faut, par exemple, un changement tactique? Abandonner le 4-4-2 et peut-être jouer qu'une défense à 3 et faire monter des pistons latéraux et jouer avec un 3-5-2, par exemple, pour essayer de mettre la pression le plus rapidement possible, quitte à prendre le risque de se faire prendre en contre. À mon avis, on ne peut pas, sur un match comme ça, changer de tactique. Enfin, c'est très dangereux. Enfin, on peut, mais c'est risqué. Par contre, on peut jouer différemment. Par rapport à ce qu'on disait au match Saint-Etienne, on peut jouer la transition beaucoup plus vite. Moi, la grosse force de Lille, c'est quoi? C'est avoir des joueurs qui vont vite. Et on en a plein de joueurs qui vont vite. On a le Zargova qui est arrivé, on avait déjà Gomez avant, on a Bamba qui peut aller très vite, on a Wea qui peut aller très vite, qui malheureusement est écarté depuis des semaines, et ça je comprends pas pourquoi. Et ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs, et Gudmundsson aussi, qui peut aller très vite aussi sur le côté. Donc c'est des joueurs qui vont très très vite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se projeter vers l'avant tout de suite parce que sinon on n'aura aucun espace. Donc il faut forcément les laisser venir un tout petit peu. Par contre, derrière, on a perdu la guerre de la transition au match aller. Là, il faut la gagner. C'est-à-dire que dès qu'on peut, il faut balancer derrière les défenseurs, notamment leur défenseur droit gauche, qui n'est pas terrible, et jouer derrière le défenseur et aller chercher le ballon. Si on joue derrière le défenseur, si on va bouger le bloc, on peut les mettre en danger et on peut les faire douter. Si on continue à jouer face au jeu ou à jouer latéral comme on a joué dernièrement, on n'a aucune chance. Donc voilà. Et par contre, le grand problème avec ça, c'est qu'il faut jouer très juste. Et de ce qu'on a vu récemment, on ne joue pas très, très, très juste. Donc il faut vraiment s'appliquer là-dessus. Il faut vraiment. Alors, quand tu parlais de tactique, en fait, une tactique, ça ne veut rien dire. C'est l'animation qu'on met derrière ça. Si un 4-4-2 se projette en 4-2-4 dès qu'il peut, c'est pas le 4-4-2 qui joue à plat contre Saint-Etienne ou Metz, ou voilà, c'est pas encore que c'est pas tout à fait ça. Bref, mais on joue pas vraiment de la même façon. Si on se dit tiens, dès qu'on a le ballon, on se projette à 4 devant et on balance sur les côtés et on y va et on essaye de foutre le Davois là-dedans, quoi. Donc franchement, je pense que la seule façon d'y arriver, c'est de pas trop se projeter dès le départ, plutôt jouer milieu de terrain, mais prendre dès qu'on peut, aller vers l'avant et pas se poser de questions, quoi. Vraiment, vraiment aller vers l'avant. Et vu qu'on a beaucoup de joueurs qui courent vite et qui vont vite, qui peuvent vraiment faire la différence, et ben, on n'hésite pas à les user et à les remplacer en cours de jeu, quoi. Voilà, on a l'effectif qu'il faut pour ça. Alors, Georges, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Et à la limite, dans ce cas-là, serait capable justement de passer ces ballons derrière les défenseurs adverses? Est-ce qu'il y a des joueurs en milieu de terrain ou dans la transition justement qui seraient plus à même de jouer de cette façon? Bah, là, c'est compliqué, hein. On te dit, premier choix tactique, c'est peut-être essayer d'enfermer N'Golo Kanté dans un vestiaire. Mais une fois qu'on a fait ça, moi, je me dis que, évidemment, l'absence de Sanchez, elle est complexe parce que, on l'a vu depuis le début de la saison, André Tcheka, ça joue beaucoup à plat et dès qu'ils sont à deux, ça anime très peu offensivement. Donc, ça manque de box-to-box et le seul qu'on ait, c'est Onana, le seul qui peut un peu apporter. Donc, sur ces dernières perfs, ça n'a pas été terrible. Maintenant, si on retrouve par exemple Onana, je me souviens qu'il avait fait le match aller contre Marseille, ça peut devenir plus intéressant. Je pense que ça dépend surtout de la confiance du gamin, si c'est lui qui est là. Je me dis aussi que sur un match aussi particulier que celui-là, un Xheka, qui est peut-être pas un super joueur techniquement, mais par contre qui est un type qui a un mental incroyable et qui a une Onia que peut se transcender. Je pense que de toute façon, il faudra qu'on ait des joueurs qui soient à 120, à 150% de leur capacité, quoi. Donc ça ne peut passer de toute façon, je pense, que par une surperformance de certains de nos joueurs. Si on n'a pas ça, ça passera pas. C'est-à-dire qu'après, pareil, on sait qu'un Benjamin André, en ce moment, c'est pas très religieux. Ça peut être un déclic collectif. Je pense que ça ne peut passer que par là parce que tous les joueurs qui seront présents sur le terrain
l'ont prouvé l'année dernière. Ils sont capables de très gros trucs, de très grosses choses. Mais il faudra juste, en effet, que ce soit l'antithèse. Moi, la pire hantise que je puisse avoir, c'est de voir un LOSC qui joue la sécurité pour essayer de sauver la casse en se disant on va essayer de finir sur un match nul. Je préfère encore les voir partir à l'assaut et se prendre une tôle, quoi. Mais qu'au moins il y ait quelque chose, il y ait de la vie dans ce match. Donc, ouais, ça va passer par ces joueurs qu'on a, parce qu'on a une marge de manœuvre qui est extrêmement limitée, mais il faudra qu'ils soient à un niveau. Et comme disait Christophe, la tactique, c'est une chose, mais je pense qu'il faut que derrière, il y ait aussi suffisamment d'enthousiasme, quoi, pour compenser, je dirais, le décalage technique avec l'équipe qui est en face. Alors, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. On a Baptiste qui nous dit la clé du match, c'est Diallo. Il va falloir bien prendre bien son marquage. Anthony qui nous dit est-ce qu'on peut mettre 2 gardiens? Et puis on lui répond tu veux mettre Gribic. Ouais. Ensuite, il faut tout essayer de ne pas avoir de regrets. On a tout à gagner. On en met 3 en 10 minutes et puis après on demande à Tourelle les clés du bus pour le mettre devant Jardim. Ça c'est Capenoul qui nous livre son analyse technique pleine finesse. Il faut que Ben Arfa, donc c'est Baptiste qui lui, Ben Arfa doit jouer plus bas en 4-2-3-1 pour prendre une place comme Sanchez pour casser des lignes. On a vraiment beaucoup de commentaires. Alors, Anthony qui nous dit qu'il a toujours raison, notre Christophe, et il demande si tu ne veux pas remplacer Gourvenec. Donc, on verra cet été en fonction des résultats en fin de championnat. Hein. C'est pas. Et puis voilà, il y a vraiment énormément. Je vous invite à les lire. Alors, il y a des. Le seul capable, alors, hop, parce que je dis pas de bêtises, alors c'est même compliqué de tout. Et puis il y a voilà. Donc, des commentaires que je vous invite à lire sur les réseaux sociaux. Peut-être pour terminer ce tour de table et ce tour sur Chelsea, quelle équipe, quels sont les joueurs que vous voudriez voir jouer demain? Est-ce qu'il y a sur des postes clés, par exemple, sur le poste d'arrière latéral, sur le poste d'attaquant, sur le poste de milieu de terrain? Quels sont les joueurs à qui vous souhaiteriez donner une chance, que vous pensez plus adapté finalement à cette pression qui va avoir lieu, plus capable de mettre en avant cette folie, de gagner cette verticalité, de ce dynamisme finalement dans le match? Christophe, toi qui va bientôt remplacer Gourvenec, tu as peut-être des informations à nous donner. Voilà. Non, je pense que la défense, on ne peut pas y toucher. Après, les choix qui ont été faits depuis 4 matchs, c'est pas possible de bouger la défense. Ce qui me fait chier parce que personnellement, j'aurais bien voulu voir Gabriel Godmanson en défense gauche. Parce que, après, peut-être qu'il va le faire, Gourvenec, hein. Mais typiquement, c'est le genre de match où il faut prendre des risques et avoir un arrière qui va à une vitesse supersonique comme ça, c'est quand même un gros plus, quoi. Diallo, il est faux pied, il est emmerdé de ce côté-là. Enfin, voilà, voilà. S'il y a un changement à faire en défense, c'est à gauche et pas autre part, parce que forcément, les 3 autres sont indiscutables et en plus, ils sont plutôt en bonne forme. Donc, ça, c'est. Après. Tu mets qui à la place? Godmanson. Godmanson? Ah oui, bah oui. S'il y a un match à prendre des risques, c'est celui-là. Et il va super vite, Gabriel Godmanson. Enfin, c'est vraiment. Pour moi, ce jour-là, d'ici 3-4 ans, ça sera un très grand. C'est un super joueur. Il a beaucoup de choses pour lui. Franchement, on en reparlera, mais je ne pense pas me tromper. C'est vraiment un super joueur. Et donc, le mettre arrière gauche, pourquoi pas, pour avoir bénéficié de sa vitesse. Ensuite, de milieu de terrain, bon, bah, André fait sa rentrée et je pense qu'il faut le mettre pour son expérience et Sagnac, sa façon de récupérer les ballons. À côté, il faut quelqu'un de transition. Bon, bah, entre Tcheka et Onana, je mettrais plutôt Tcheka parce qu'Onana, il n'est pas en confiance du tout, quoi. Mais en disant à Tcheka, maintenant, les ballons, il faut que tu les joues verticaux, quoi. 8 sur 10, c'est verticaux, quoi. Arrête de jouer, joue pas latéral, joue vertical. Après, sur les côtés, je pense que c'est ce genre de match. Alors, devant, je mettrais Bourak. Je mettrais Bourak et David, parce qu'il faut vraiment des gens qui appuient sur la défense et qui poussent sur la défense, parce que de toute façon, il faut marquer des buts. Et sur les côtés,
je ne mettrai pas Bamba parce que c'est un match où on a besoin d'attaquer. Et je mettrai alors Wea. Gomez a été mis au placard. Je pense qu'il est frigorifié tellement longtemps qu'il est au congélo. Donc malheureusement, je ne mettrai pas Gomez, mais à ce moment-là, je mettrai soit Ben Arfa, soit Zergova. Mais Wea, sûr, parce que Wea, on ne lui fait pas assez confiance. C'est quand même un mec il a une technique de fou, il va très vite. Comment ça se fait qu'il joue si peu, ce gars-là? C'est pas possible. Et bon, je pense que c'est vraiment sur lui qu'il faut s'appuyer. Et de l'autre côté, je mettrais, bon, je sais pas qui, par rapport au choix qui a été fait. Pour moi, le match a été très mal préparé par Gourvenec. Hein. Les choix qu'il a fait depuis 3 semaines, ils sont dégueulasses. Donc, on a un peu emmerdé pour le préparer. Mais voilà, en l'autre côté, logiquement, ce serait Ben Arfa parce que c'est lui qui joue le plus souvent régulièrement à son moment. Mais voilà. Donc, en volonté de se projeter et pas tenir les ballons au milieu, on s'en fout, quoi. Jouer à la défense, on court et on les fait courir et on les fait douter, quoi. Si c'est tenir le ballon au milieu, ils sont plus forts que nous au milieu. C'est pas la peine de jouer au milieu. Damien, alors je voudrais juste dire, là aussi beaucoup de commentaires sur les talents finalement cachés de Christophe. Hein. Donc, tu as un nouveau surnom, un Gourviox. C'est ton, donc, on nous dit que tout le monde est d'accord avec toi, c'est limite inquiétant. Enfin, bref, on souligne ton analyse. Damien, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir dans la composition? On évoquait tout à l'heure Ben Arfa. Est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé? Est-ce que Liadji, ça peut être une option aussi pour ce match sur un des côtés? Quels sont les points que tu voudrais mettre en avant? Non, enfin, moi je suis pas trop pris par la hype Liadji. Enfin, à chaque fois qu'il a joué, moi je l'ai pas trouvé très convaincant, mais bon, il paraît que c'est une pépite. Alors, ok, Ruiz aussi était une pépite, il a jamais rien montré. Enfin, voilà, je sais pas. Non, mais je trouve que les choix tactiques sont assez restreints, ouais, comme l'a dit Christophe. Ça paraît difficile aussi de changer quelque chose là pour un match aussi important. À la limite, la seule originalité que Gourvenec pourrait sortir, c'est de jouer à 3 derrière et Diallo du coup serait à droite. Et tu peux très bien jouer avec Gudmundsson et Celik un cran plus haut, au même niveau qu'un défensif, par exemple. Et après, comme l'a dit Christophe, je pense que c'est important de mettre Bourak devant, parce que malgré tout, je pense qu'il garde une aura, alors qu'il ne trompe plus grand monde au niveau national, au niveau des arbitres, là, ces simulations, quand il râle, bon, ça impressionne plus grand monde, mais peut-être qu'au niveau européen, et avec d'autres adversaires qui ne connaissent pas vraiment la baisse de régime qu'il a connue depuis quelques mois, ça peut marcher, et puis ça reste un joueur voilà, intrinsèquement qui est bon et qui peut retrouver le temps d'un soir tout le bonheur qu'il nous a apporté l'an dernier. Donc je pense que c'est important de le mettre d'un point de vue presque ouais, psychologique. Voilà, après Christophe a dit l'essentiel, donc je vais pas répéter. Alors, on se moque un peu de ma façon de lire les commentaires sur Facebook, on se moque de ma vision. Je dis c'est un peu de la faute des internautes, ils n'ont qu'à écrire plus grand. Je suis désolé d'être de mauvaise foi comme ça. Georges, comment tu vois cette composition? Qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu espères? Bah, tout a été dit. Moi aussi, j'y songeais à la défense à 3 parce qu'il y a quand même un choix cornélien. C'est qu'en ce moment, Diallo, il est en pleine bourre. Et c'est vrai que comme le côté gauche, il passe son côté de pied idéal, on l'a vu sur pas mal de matchs, ça perdait en fluidité au niveau. Par contre, à gauche, il continue à défendre extrêmement bien. Donc l'idée d'avoir Gudmundsson et Diallo sur le terrain, ça peut être très intéressant. Donc le système de la défense à 3 avec les deux pistons, ce qui serait Celik et Gudmundsson, ça peut être intéressant. Et puis oui, Bourak, pourquoi? Parce qu'on l'expliquait, c'est l'étirement de la défense. Si on repart sur le schéma des 3-4 derniers matchs, y compris celui de Clermont, c'est qu'on va laisser la configuration de David seul devant avec 3 défenseurs de Chelsea, avec les 3 centraux de Chelsea. Autrement dit, là, on l'envoie au casse-pipe. Donc, va falloir prendre des risques. Donc, je pense que Bourak, comme je disais, Bourak, même quand il n'est pas bon, même quand il est hors jeu, il crée des brèches. Donc, sa présence me semble intéressante. Et on avait évoqué aussi, alors peut-être pas sur tout le match, peut-être le faire rentrer en cours de jeu, mais Ben Arfa sur l'aile, parce qu'on l'a vu contre Paris, il a montré des trucs très intéressants, c'est lui qui arrive le but. Ouais, je pense que, bon, tu évoquais Liadji, alors si Gomez est
au frigo. Je pense que Liadji lui est au congélateur puis qu'il n'a pas rejoué. Non, je pense qu'il faudra vraiment tabler sur les forces du moment. Et c'est vrai que l'inconnu, c'est, Christophe l'évoquait, Xheka ou Onana. Xheka, ça offre des garanties. Onana, on sait que dans un grand soir, moi je repense à certaines de ses prestations début, il est capable de trucs assez incroyables. Donc là aussi, il y a peut-être un risque à prendre. De toute façon, il faudra en prendre un maximum. On ne peut pas jouer ce match sur un ton de sécurité, quoi. Donc voilà. Alors, avis aux magasins d'électroménager, hein, vous voyez, on parle de réfrigérateur, de congélateur. Si vous voulez sponsoriser l'émission, vous me contactez en message privé. C'est pas un souci. Voilà, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce match de Chelsea. On a donné quelques consignes, notamment notre entraîneur, Gourviox, a donné quelques conseils qu'on espère que le Gourvenec, Monsieur Gourvenec, pourra utiliser. Donc, dans ses déclarations, il appelle le public. Alors aussi, on va faire un petit clin d'œil au public. Il y aura près de 50 000 personnes dans le stade. Ne venez pas voir Chelsea, venez supporter le LOSC. Il y a très peu de chances, c'est impossible, mais on va essayer de le faire tous ensemble. Et ça passe aussi par une mobilisation du public qui sera permanente, quoi qu'il arrive. Alors, des nouvelles du petit jeu. Alors, comme d'habitude aussi, quand ce n'est pas Damien qui répond, on a Capenoul qui donne la bonne réponse. Capenoul qui habite très loin dans le sud-ouest, ou dans l'ouest-sud-ouest, ou à peu près au milieu. Donc, merci Capenoul de nous confirmer si tu es dans la région au début du mois d'avril. Et auquel cas, si tu n'y es pas, on donnera la place au deuxième qui a donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'était une cote de 44. 44, c'est comme le numéro du département de la Loire-Atlantique où se trouve Nantes et le FC Nantes. Ça nous permet de passer avec ce magnifique enchaînement à la troisième partie de l'émission. Nantes-LOSC, du beau jeu attendu à la Beaujoire. Mais avant de parler de ce match Nantes-LOSC, je vous propose de parler d'un autre match contre Nantes qui était finalement qui a été très important, qui s'est déroulé ce week-end, dimanche après-midi au domaine de Luchin. Le match Lille contre Nantes en D2 féminine, qui était un choc du championnat, qui aurait permis en cas de victoire au LOSC de passer en tête, de virer en tête du championnat de D2, et qui malheureusement s'est soldé par un match nul. On parle de football féminin. Nous avons un spécialiste avec nous ce soir, c'est Damien. Damien qui a assisté au match, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu peux nous en faire un résumé? Quels sont les faits marquants de ce match qui a fait beaucoup parler de lui, hein. On a vu ça sur les différents résumés et sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Alors déjà, pour recontextualiser, pour ceux qui ne suivent pas forcément très bien l'équipe féminine, donc l'équipe féminine est en division 2. La division 2 a 2 poules de 12 équipes et les premières de chaque poule montent en D1. Et le problème de Lille cette année, c'est qu'ils se retrouvent dans la poule A qui est a priori beaucoup plus relevée que la poule B, parce que dans la poule A, il y a la moitié des équipes qui ont déclaré avoir l'ambition de monter. Donc c'est encore un complot contre le LOSC. Exactement. Parce que cette année, il y a eu un découpage géographique qui était différent des autres fois, qui fait que s'il avait été découpé est-ouest plutôt que nord-sud, ça aurait favorisé le LOSC. Bon, bref. Mais après, personne s'en est plaint du côté du LOSC. Même Patrick Robert et Rachel Saïdi avaient dit au moins, ça montrera qu'on aura vraiment été méritante si on monte. Donc, ce n'est pas un souci en soi. Donc effectivement, la dimanche, c'était les deuxièmes, donc Lille contre les premières. À l'aller, les Nantaises avaient gagné 1-0. C'est une des 2 ou 3 défaites de l'équipe lilloise cette saison. Alors sur le jeu, déjà on a assisté à un très bon match au niveau de l'intensité, mais dans la lignée de ce que propose l'équipe de Rachel Saïdi depuis 2 ans et demi qu'elle a pris l'équipe. On a vraiment une coach très compétente. On voit clairement sur le terrain ce qui est travaillé. C'est vraiment plaisant à suivre, avec des joueuses qui progressent. On le voit vraiment très clairement. Le but lillois vient d'une action côté gauche vraiment bien construite. On a un côté gauche à Lille qui est très performant entre Agathe Olivier, Maïté Boucli et là c'est Salomé Elissor qui était sur le coup. Donc Lille a marqué et puis donc assez rapidement, 10e, 12e minute,
Et puis Nantes a égalisé très vite suite à un coup franc pour une main supposée d'une Lilloise à l'entrée de la surface de réparation dans l'arc de cercle, ce qui a occasionné l'égalisation. Alors, ça a un peu coupé les pattes des Lilloises, hein, qui ont quand même eu globalement la première mi-temps pour elles, alors que la deuxième mi-temps était plutôt pour les Nantaises. Donc, dans l'ensemble, le match nul me semble équitable. Reste à savoir si c'est un bon nul. Ça, on le saura dans 2 mois, hein, évidemment. Moi, ça me semble un bon nul parce que la défaite aurait quasiment condamné tout espoir de monter. Nantes aurait été à 5 points, quelque chose comme ça. Alors que là, Lille reste à 2 points de la tête. Donc la tête qui est occupée maintenant par Nantes et Le Havre, qui a battu Lens. Les Lilloises sont 2 points derrière. Et moi, j'ai tendance à penser que le calendrier des Lilloises est moins compliqué que celle de leurs adversaires. Mais bon, c'est un championnat tellement relevé que ce sera de toute façon très compliqué. Alors, le deuxième aspect dont je voudrais parler, au-delà du jeu, c'est qu'il y a eu effectivement des soucis d'arbitrage. Alors, encore, hein. Ouais, et alors, vous me connaissez, on en avait parlé quand j'avais été invité au bistrot après le match de Séville. Je voudrais rappeler que moi et mes camarades du blog, on a souvent pris la défense des arbitres. On essaie de restituer la logique de leurs décisions, même quand elles sont défavorables au LOSC, et on est souvent agacé de manière générale de la façon dont l'arbitrage est considéré dans la plupart des médias, hein, sur le mode c'est des incompétents, l'arbitrage c'est la Ligue du football français, etc. Donc on a un credo qui est de dire que la plupart du temps, les commentateurs connaissent pas souvent bien les règles et que les polémiques sur l'arbitrage portent souvent sur des questions d'interprétation du règlement, c'est-à-dire des situations litigieuses dans lesquelles chaque camp a des raisons légitimes de défendre son équipe et finalement, il n'y a pas de vérité. Et l'arbitre est là pour arbitrer, il fait son boulot. Tu parles d'interprétation. J'ai Pascal Garibian qui m'appelle en direct, qui me dit c'est pas vrai. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est voilà, que c'est propre au foot, enfin à tout règlement, à tout document juridique, c'est que la règle, elle est générale et elle ne peut pas s'appliquer tout le temps à des cas particuliers. Donc, il y a toujours des zones grises, c'est l'interprétation, etc. On en a eu l'exemple récemment à Lyon avec notre gardien, hein. Et donc, on a écrit plusieurs articles sur le blog depuis 5-6 ans, hein, non pas pour défendre les arbitres, mais pour restituer les logiques de leurs décisions. Bon, voilà, ça c'est. Je voulais rappeler ça et dire que j'aime pas parler de l'arbitrage en général parce que je trouve que souvent c'est l'argument des mauvais perdants. Je préfère parler du jeu, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on a prise, hein. Donc voilà, et je trouve que quand on parle de l'arbitrage, on ne parle pas de lacunes dans le jeu. Cela étant dit, dimanche, sur le coup, je n'ai pas été très en colère, même si pour moi, il y avait des situations très litigieuses, mais c'est quand j'ai vu les vidéos circuler à partir d'hier sur les réseaux sociaux, ça a confirmé mon impression, et vraiment, j'ai été très en colère. Et donc, je dis clairement que Madame l'arbitre a raté son match, en tout cas, a influencé très clairement le résultat du match, parce qu'il y a eu deux situations très claires qui ne relève pas de l'interprétation et où elle a pris la mauvaise décision. C'est la main supposée de Silke de Meyer qui amène le coup franc de l'égalisation nantaise et où donc Nantes égalise sur sa première percée dans le camp lillois. Et c'est ensuite, en toute fin de match, 89e minute, une charge dans le dos irrégulière sur Chloé Marty qui aurait dû donner un penalty. Alors après, évidemment, il faut le marquer, le penalty. Mais à la 89e, si on l'avait marqué, je pense qu'on aurait gagné. Et il y a également une action en fin de première mi-temps où moi, personnellement, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu les Nantaises arrêter de jouer. Il y a une main qui aurait été commise par une défenseuse nantaise. Donc c'est assez agaçant parce que dans un championnat aussi relevé, aussi serré, dans une confrontation entre les deuxièmes et les premières, je pense vraiment que c'est un problème, et Patrick Robert l'a souligné sur les réseaux sociaux, et c'est aussi un de ses credos depuis quelques mois, c'est que le football féminin, au moment où il commence à attirer du monde, au moment où il commence à avoir un peu de légitimité populaire, un peu de légitimité médiatique, un peu d'intérêt, il reste un problème, c'est le niveau des arbitres du football féminin. Alors après, je comprends aussi que les arbitres de football féminin, qui sont des femmes, hein, elles doivent aussi passer un ensemble de barrières qui sont les mêmes que les footballeuses. Et en plus, elles doivent parfois subir l'hostilité des joueuses qu'elles arbitrent. Donc c'est un métier très compliqué, je suis tout à fait d'accord. Mais là, dimanche, il y a vraiment eu un problème, plus qui s'ajoute au derby contre Lens en janvier, qui n'avait pas aussi été très net au niveau de l'arbitrage.
Voilà, en fait, au bistrot d'Alelos, nous sommes pour la parité et nous soulignons de la même façon, finalement, les difficultés d'arbitrage sur le foot masculin et sur le foot féminin. Ils sont mauvais des deux côtés, il faut le dire. Alors, pas toujours, mais enfin, en tout cas, sur ces occasions-là, ils n'ont pas démontré une grande fiabilité. Alors, on s'intéresse beaucoup au foot féminin. Il y a deux actus sur le foot féminin, une qui est propre à Damien. Je crois que tu organises une manifestation la semaine prochaine. Oui, eh ben, merci Je t'en prie. puisque dans la vie, moi, je suis chercheur en sciences politiques et j'ai travaillé depuis quelques temps sur le football féminin, donc en interrogeant des footballeuses. Et mercredi prochain, à la bibliothèque universitaire de la faculté de droit, donc qui est place des Liaux, j'organise une projection, discussion autour d'un documentaire qui a été tourné autour de la section féminine de Lyon. Et la discussion se fera en compagnie de Lorena Azzaro, qui est l'avant-centre du LOSC, qui nous fait la gentillesse de venir. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ça se passe donc à 17h30 le mercredi 23. Donc la projection dure 1h30 et la discussion est censée durer 1 heure, mais après c'est en fonction des questions du public. Donc normalement on finit à 20h. Et on a une deuxième actualité là qui nous est commune, c'est que la semaine prochaine, nous recevrons encore une fois Damien qui viendra nous en tant que pilier de bistrot cette fois-ci. Et nous aurons normalement, ça reste à confirmer, mais c'est bouclé à 80%. Donc nous aurons la présence de Rachel Saidi, qui est l'entraîneur du LOSC, on va dire le coach du LOSC, on va dire ça plutôt comme ça, c'est plus joli. Et la coach du La LOSC. coach. Et la coach avec laquelle on pourra justement revenir sur ce sprint final qui a pour objet la montée en Ligue 1 et également des informations attendues sur l'évolution du foot féminin. On en parle beaucoup en ce moment dans les ligues et fédérations et c'est un sujet qu'on aimerait développer avec vous la semaine prochaine. On sait que vous êtes nombreux à suivre ça. Vous avez été nombreux à suivre nos différentes émissions l'année dernière sur ce sujet. Et ben, on fait revenir Rachel. On l'avait eu l'année dernière. Elle a accepté de revenir et on aura certainement beaucoup de questions à lui poser. On va vite terminer sur le match de Nantes du week-end prochain, donc le match des garçons. Nantes-Lille, alors rapidement. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? On va commencer par Georges, on va commencer par toi, Philippe, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu attends de ce match entre un Lille 6e avec 43 points contre un Nantes 7e avec 42 points, un point derrière avec un meilleur goal average? Des Nantais qui étaient sur une très belle série, qui avait notamment battu le PSG à domicile, qui avait battu Reims à domicile, Montpellier, qui avait fait match nul à Metz, mais qui vient finalement de perdre à 3-1-0 en ayant perdu quelques joueurs importants, notamment en défense. Je pense à Palois qui s'est blessé. Je sais que tu aimes bien Palois, Georges. Oui, bien sûr. Tu vas être relativiser, Nantes, battre le PSG à domicile, en ce moment, ils font comme tout le monde. Donc, non, mais Nantes, c'est l'équipe qu'on n'attendait pas là. Je me souviens, c'est l'année dernière qu'ils finissent barragistes. Donc, et finalement, avec une équipe assez peu remaniée, il me semble. Il fallait juste sortir Domenech, il me semblait salutaire. Pour mettre un entraîneur un peu plus laborieux, mais en tout cas qui fait du boulot, quoi, Comboiré. Et ouais, c'est une équipe qui fait un peu en dents de scie. Là, elle sortait d'une très bonne série. Là, ça va un peu moins bien. Je me rends compte qu'on a quand même plus de facilité à affronter des équipes qui tournent que des équipes genre Charabeu, quoi. Donc, il y a moyen de faire un truc. Et surtout, arrêter de perdre des points en chemin. Donc là, on a une chance pas possible. C'est vrai qu'on fait un peu de surplace, mais en même temps, il y a beaucoup d'équipes qui tournent. Je dis, c'est vraiment le challenge au déambulateur cette année, derrière le podium. Donc, Rennes, ça va être compliqué à aller chercher. Strasbourg, il y a encore un peu d'espoir, mais là, il n'y a plus de points à perdre en chemin. Donc, ce que j'attends du match à Nantes, c'est un 3 points, même avec un 0 pas top, comme on les a eus contre Montpellier ou contre Lyon, quoi. Christophe, comment tu vois ce match où il y aura beaucoup de supporters lillois? C'est Capedoul qui est un doc de l'Ouest, donc il sera présent au stade.
nous informe que le parcage lillois de 300 places sera complet. Alors, je sais qu'il y a un déplacement des DVE, il y a tous les dogs de l'Ouest, il y a les dogs de Paris qui seront présents. Donc, les supporters lillois seront présents pour supporter le LOSC à l'extérieur. Tu non. attends quoi? Déjà, Nantes, c'est une place qui nous réussit bien ces dernières années, alors que pendant des années, à chaque fois qu'on allait à Nantes, on savait qu'on allait perdre. C'est beaucoup moins vrai depuis 7, 8, voire 10 ans. Enfin, quand ils sont en Ligue 1, faut qu'on se rend compte aussi. Mais sinon, je les ai vus jouer contre Monaco en Coupe de France, là, la demi-finale. Je trouve que c'est une équipe qui allait beaucoup de l'avant, enfin, à la Camboiré, quoi. Une équipe qui se projette très vite, qui qui essaie de jouer tout de suite devant. Et je pense que Lille sait jouer ces équipes-là. C'est-à-dire que typiquement, on sait les prendre, on sait prendre les équipes-là. C'est-à-dire que quand elles se projettent, on sait les prendre en compte et y aller. Et après, ça dépend du moral qu'on aura suite à Chelsea. Hein. Ça dépend aussi des matchs de Chelsea, ce que ça va donner. Mais typiquement, c'est le genre de match où je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse trouver des trous derrière et de la place pour aller marquer. Et donc, pour moi, c'est un match. Déjà, ce sera un beau match, normalement. Et c'est un match qu'on doit pouvoir prendre. Enfin, c'est dans nos cordes, quoi. C'est dans ce qu'on sait faire. Damien, est-ce que tu partages cette analyse? On n'a pas parlé de ça, mais le FC Nantes est qualifié pour la finale de la Coupe de France, donc une finale qui se déroulera le 7 mai, donc c'est encore un peu loin, mais est-ce que ça peut aussi avoir un impact dans la tête des joueurs qui peuvent finalement déjà y penser? Est-ce que c'est peut-être une explication, par exemple, à la défaite contre Troyes? Ouais, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe dans le groupe, mais moi j'ai vu le match à 3, j'ai été très surpris de l'équipe de Nantes. Hein. Camboiré a dit après le match qu'ils auraient pu jouer 3 heures sans marquer. Je pense qu'ils auraient pu jouer beaucoup plus d'heures que ça sans marquer. Vraiment, Nantes n'a rien montré, alors que je les avais vus précédemment. Vraiment, ils étaient à une 7e place tout à fait méritée. Donc peut-être qu'ils ont ça en tête. Et moi j'ai entendu cette semaine, je crois, sur France Info, un journaliste de Ouest France qui évoquait la saison de Nantes en disant qu'il considérait que la saison était déjà réussie. Alors, ce qui me laisse peut-être un peu d'espoir sur le fait que, après tout, le championnat, ils vont le laisser filer et ils vont se concentrer sur la Coupe de France, peut-être. Mais peut-être aussi, ça me donne l'occasion de dire que je suis content pour un mec, pour Camboiré, qui est peut-être un peu bourru parfois, mais qui est un mec que moi, que je trouve compétent, qui a fait monter Valenciennes, qui a fait monter Strasbourg, qui s'est fait ensuite virer comme un malpropre de Paris, puis qui après a eu des challenges un peu à la con, à Dijon. Fait descendre Lens. Ouais, à Lens. Ouais. Qui a fait descendre Lens aussi. Donc ça, il remonte dans mon estime. Ouais, non, mais le pauvre, il a été dans des conditions à Lens. Ouais. C'est dégueulasse. Hein, Et donc, ouais, je suis content de voir un peu que Comboiré voilà, est en haut de l'affiche. Et je voudrais juste rebondir sur un truc qu'a dit Georges en parlant du challenge déambulateur. Parce que j'ai travaillé un peu cet après-midi et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais j'ai regardé ce qu'avait été depuis 22 ans, donc depuis 2000, depuis qu'on est remonté en D1. À combien de points sont les 6e après 28 journées? Parce que je trouve qu'il y a aussi cette petite musique qui vient, ouais, on est un 6e au rabais, c'est bizarre, on n'avance pas, mais pourtant on est 6e. Et ben en fait, depuis 22 ans, le 6e, au bout de 28 journées, il a 43,6 points de moyenne. Donc on est complètement dedans. Et moi, je pense qu'on a une espèce de biais de perception. Ouais, attends, je te laisse. Ouais. Je pense qu'on a peut-être un biais de perception parce qu'on a été très gâtés l'an dernier. C'est comme si un peu on sortait de l'autoroute, on était à 130, puis on se retrouve sur une départementale, on est à 80. Donc à 80, c'est sûr qu'on n'arrive pas les premiers, mais on arrive à une bonne place quand même, parce qu'il y en a beaucoup derrière qui roulent à 50, à 30, et puis il y a même Bordeaux qui a mis la marche arrière. Donc moi, je pense qu'on a une espèce de biais de perception, parce qu'en fait, on avance comme un 6e. Et j'ai regardé un peu ce qu'avaient été les saisons, et tous les ans, en tout cas à ce stade-là de la saison, c'est toujours très serré entre la 5e et la 11e place. On est toujours entre 3-4 points. Donc, il suffit de faire une série pour être en haut. Et après, effectivement, tu peux vite être dans le ventre mou, quoi. Mais vas-y, du coup. Non, je refaisais le parallèle. C'est pas tant la 6e place elle-même, c'est le côté compact derrière Nice. Enfin, je veux dire, évidemment, le parallèle est édifiant par rapport à les dernières, pas seulement par rapport à nos prestations à nous, mais à la course au podium. Quand tu vois, par exemple, cette année que Marseille est second en ayant perdu un nombre de points hallucinant à la maison. Je crois qu'ils sont à 4 défaites à domicile. C'était plus ce côté-là, c'est se dire la course en tête. L'année dernière, on avait 4 Formule 1. C'est-à-dire qu'on avait Paris qui était à son rythme normal
avec 3 équipes en sur-régime. Cette année, on a même un Paris, je trouve, qui est un peu moins, qui est beaucoup plus emprunté que l'année dernière, mais qui fait voyage seul en tête. Et derrière, il y a Nice qui a une espèce de cadence régulière, mais on voit toutes les équipes se gaufrer. On a l'impression, j'ai pas vu de série très impressionnante. Peut-être celle qui va passer la plus discrètement, c'est celle de Strasbourg, qui était quasiment au stade de relégable, qui se retrouve au pied du podium. Mais toutes les équipes, l'exemple emblématique, c'est Rennes. Rennes, c'est une équipe qui est capable de faire des performances hallucinantes et ensuite de perdre 3 matchs à la maison contre des relégables. C'est plus sur cet aspect-là, la course en déambulateur, c'est que c'est vraiment, au niveau des poursuivants du PSG, c'est un parcours très irrégulier, quoi. Bien, après cette précision presque médicale, entre guillemets, je vous propose de juste terminer finalement par un double jeu des pronostics à la fois sur le match de Chelsea et sur le match de Nantes. Je sais que vous adorez faire ça. Alors, on va commencer par Christophe. Est-ce que tu veux t'adonner à ce jeu des pronostics? Bah, Chelsea, j'avais déjà dit, hein, j'avais dit on gagne 2-1, ce qui est une élimination, sauf que le lendemain, Abramovich il va en prison et du coup, on récupère la place. Donc voilà, ça va aller quand même. Donc, ça nous fera 2 bonheurs, donc ça comptant le mardi, le mercredi et le jeudi. Voilà, ça va être bien. Pour Nantes, on gagne 2-0. Damien. Demain, allez, 2-1 pour Lille, ouais, soyons fous, comme Christophe. Et pour dimanche, un partout. Georges. Allez, bon, on va être encore plus fou. Demain, 3-1 et on gagne au pénalty 22-21. Et par contre, ils arrivent à Nantes en tongue et ils perdent 3-0. Bon, bah, écoute, moi, je me sens beaucoup plus proche de ton pronostic, Georges, que des autres, hein. J'aime beaucoup le final en tongue, surtout si le Moi, je temps de leur fête. pardonnerai la Voilà, défaite, hein. si on arrive à Nantes en tongue et qu'on repart de Chelsea en quart, moi, ça me va très bien. Alors, Sur ce final, je vous propose d'arrêter là. On ne fera pas mieux de toute façon. Donc, je voulais remercier Damien pour sa venue en tant qu'invité. Et puis, donc, merci Damien. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir et à la semaine prochaine du coup. Et tu as gagné le droit de revenir la semaine prochaine. Donc voilà, donc on vous tient au courant. Merci Georges, merci de ta participation. Merci Chris. Vas-y. Non, à très bientôt. Merci. Voilà. Merci Christophe pour tes analyses tactiques et techniques qui vont certainement donner les clés du match à Jocelyn Gourvenec, et bravo pour tes changements de maillot en cours de match, hein, c'était remarquable. Merci à tout le monde et merci pour les commentaires aussi. Voilà, donc on les lit, les commentaires, faites attention, on les lit en direct, hein, donc attention à ce que vous écrivez. Merci en tout cas à tous les internautes pour votre participation active et pour votre bonne humeur. Donc je vous rappelle que l'émission sera diffusée en replay sur la chaîne YouTube à partir de cette nuit, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. D'ici là, pour cette semaine, je vous propose de pousser un double cri en l'honneur du LOSC, un double allez le LOSC. Donc, allez, je vous propose, allez le LOSC. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir, ciao.